Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast réalisé autour des 20 ans du magazine La Maison Écologique. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un format un petit peu différent avec une interview croisée entre Erwan Perron, architecte d'intérieur et designer, et son fils Hugo, étudiant en architecture. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Alors, une petite différence dans nos entretiens du jour. Alors, ça doit piquer la curiosité de nos auditeurs. Je vais peut-être vous laisser vous présenter tous les deux pour qu'on comprenne mieux pourquoi on a décidé de réunir aujourd'hui le père et le fils. Qui est-ce qui commence, le père, le fils? On va peut-être commencer dans l'ordre chronologique. Allez, c'est parti. Comme ça, du coup, ça va être plus logique. Donc, moi, j'ai 49 ans. J'ai fait des études de design pur, c'est-à-dire design produit. Et puis, j'ai travaillé pendant 10 ans au départ dans l'industrie du meuble. À partir des années 96 jusqu'à 2006. Année où j'ai voulu prendre un virage, celui de passer du meuble, donc du design produit au design d'espace. Donc c'est à la suite d'un concours, celui de refaire la mairie de Dinan, qui d'ailleurs nous a amenés à Dinan, naturellement, en fait, par conséquence. Mais voilà, donc ça a été un passage du designer d'objets et de produits à celui de l'intérieur. Donc c'est ma formation de base et c'est celle en fait qui m'accompagne depuis tout le temps, même si aujourd'hui 80% de notre activité réside sur l'architecture d'intérieur. Je pense parce que de plus en plus de personnes veulent être bien chez elles et mettre de l'importance dans l'intérieur. C'est un peu ça. Donc voilà, aujourd'hui, l'agence de design Erwan Perron existe depuis maintenant. Donc depuis 2006 en fait, donc 15 ans maintenant, nous sommes 6 personnes en fait au sein de cette agence, avec une personne qui est dédiée au design pur pour travailler et accompagner encore les éditeurs type Roche-Beaubois, Turini, et dans l'objet également, surtout la coutellerie française. Voilà, mais 80% de l'activité reste quand même l'architecture d'intérieur, qui déborde assez régulièrement sur l'extérieur, mais on vient pas forcément nous voir pour dessiner une belle coque de maison. Voilà, c'est plutôt sur une réflexion intérieure. Très bien. Voilà en quelques mots. Merci Erwan. Donc la parole au fiston. Pour ma part, j'ai fait un bac ES et j'avais depuis peut-être le collège un peu l'envie de faire de l'architecture parce que c'était un métier un peu qui était facile à imaginer, à se projeter en tout cas. Et au fur et à mesure, ça s'est confirmé par des souhaits un peu de créer des imaginaires, des scènes, des lieux, voilà, et aussi d'en dessiner un peu les plans. Mais pas forcément pour de l'habitat, ça pouvait être aussi pour des événements aussi. Des événements, j'avais imaginé plusieurs scénarios pour des associations, etc. Ça m'avait pas mal inspiré. Et en fait, là maintenant, je suis en 4e année d'architecture à Nantes. Et voilà, donc c'est sur les 5 ans, la 4e année. Sur les 3 ans, il y a eu 3 ans de licence, donc avec beaucoup d'enseignements. Et là maintenant, c'est plutôt sur l'autonomie et la recherche de ce que l'on souhaite faire pour l'après-diplôme, on va dire. Donc voilà. Très bien, merci. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on a envie de parler architecture d'intérieur avec Erwan Perron et architecte avec Hugo pour avoir un peu l'avis des jeunes pousses de l'architecture française, pour voir un petit peu comment les architectes de demain imaginent l'habitat écologique, parce que ça reste notre cœur de sujet. Alors Erwan, dans ton métier d'architecte d'intérieur, je crois qu'il y a un fil rouge qui est un petit peu la part de l'écologie et de l'éco-conception, des sujets dont on parle pas souvent dans le magazine La Maison Écologique. Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous expliquer quelle est ta vision de l'éco-conception? Alors en fait, je dirais que l'intérieur regroupe plein de domaines. Il y a plein. Enfin, c'est pas un domaine spécifique, c'est-à-dire que ça fait appel autant à de l'artisan qu'à de l'artisanat,
Donc c'est des matières très différentes à chaque fois. On va toucher autant du bois que du revêtement de sol, de mur, la lumière, enfin plein de domaines variés. Après, il y a des domaines sur lesquels on peut facilement impacter la prise en compte écologique, notamment sur la partie mobilier, forcément, avec des choix où on a des choses variables qui peuvent se mettre en place. Par contre, il y a des domaines où il y a des manques sur lesquels on a plus de difficultés en fait à amener les clients et surtout à leur faire prendre conscience que leurs choix ont un impact en fait au moins sur l'environnement ou au moins sur ce qui les touche directement en fait. Donc il y a une part, c'est ça ce qui est quand même assez intéressante, c'est qu'il y a toujours dans chaque projet, comme chaque projet est nouveau, parce que chaque client est nouveau, on a une part entre guillemets d'éducation ou de sensibilisation qu'on va pouvoir faire en expliquant voilà des solutions, que ce soit dans l'isolation quand on va partir d'une coque et qu'on va repenser entièrement la coque. Que ce soit isolation thermique, mais isolation phonique aussi, et après jusqu'au moindre détail, qui est évidemment celui du mobilier, en fait, qui va être le point de liaison entre la structure et leur vie courante, quoi, en fait. Et très souvent, autant l'écologie, la notion d'écologie parle à tout le monde, mais après, pour rentrer dans le concret et de dire, bah voilà, telle matière a tel impact ou telle difficulté à être recyclée, admettons, par la suite, ou on va dire, incidence, ça, ils le savent pas, donc il y a une part éducative, en fait, à apporter. Donc ça, mais par contre, dans quasiment tous les cas, il y a de l'écoute, il y a de l'intérêt, en fait, qui naît par rapport à ça. Donc voilà, c'est un peu en général sur les premières approches sur l'intérieur, ça se fait de cette manière-là. Avant de rentrer, ne serait-ce que ni même dans le choix des matériaux au final, dans le dessin du meuble, tout ça, quoi. Voilà, c'est un peu on va dire la première phase de l'éco-conception avec nos futurs clients, quoi. Donc de la pédagogie. C'est ça, exactement, oui. C'est par exemple, alors je vais te donner un exemple très, très concret. L'écologie, enfin la partie éco-conception, on la voit à la fois on se l'approprie à la fois dans la phase de conception, c'est-à-dire qu'on conçoit un objet, enfin un meuble ou même un intérieur. Mais après, le plus impactant sur l'environnement, c'est la durée dans le temps. Donc quelque chose qui est pérenne, qui n'est pas daté, qui va traverser le temps, c'est-à-dire qui va avoir un style qui va pas forcément faire partie de la tendance, au contraire, qui va être décalé, mais décalé sans que ça paraisse décalé. En fait, en gros, que ce soit totalement intemporel. Tu vois, c'est cette notion je sais, enfin, ça pourrait avoir été dessiné aujourd'hui, comme hier, comme demain, ou comme, voilà. Ça a été réellement le premier point, ça a été, on va dire, la démarche avec la collection et le meuble éco. Mais c'est cette démarche-là, c'est-à-dire c'est pas uniquement la matière qui crée, on va dire, l'impact écologique sur l'environnement. C'est le style également, en fait. Parce que un intérieur qui dure et qui, dans 10 ans, on se dit « Oh là là, c'est has-been, c'est plus tendance, etc. » Eh ben, déjà, c'est le premier mauvais geste pour durer dans le temps. C'est-à-dire que les grosses tendances qu'on peut avoir eues et qu'on a encore avec le gris, les matériaux. Quand on va aujourd'hui chez un fournisseur de sol, on voit quasiment que du gris. Ouais, mais ça, en fait, le gris a sa valeur aujourd'hui. Elle ne l'était pas il y a 20 ans et elle ne le sera pas dans 20 ans. Donc revenons à des choses naturelles, à des codes qui sont naturels. Un bois, ça doit être un vrai bois, ça doit être un bois qui ressemble à du bois. Une ardoise, c'est une ardoise. Enfin, voilà, c'est cette première, on va dire, sensibilisation qui doit se mettre en place. Ok.
Merci. Alors, si on passe côté architecture et école d'architecture, Hugo, comment est-ce que toi, tu te sens sensibilisé à l'habitat écologique de demain, du coup? Dans le cadre de l'école, déjà, on va dire, d'un côté, une grande latitude sur notre sensibilité à ces questions-là. C'est-à-dire que on a le choix de les apporter avec nous dans nos projets, dans nos recherches, dans les sujets sur lesquels on veut travailler. Mais on peut aussi, voilà, de ne pas s'en rapprocher. Et c'est justement parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, donc en deuxième puis en troisième année, on a des enseignements qui sont eux plus directement voilà portés sur ces sujets et voilà, on est libre de s'en imprégner et ensuite de faire nos recherches et d'aller sur le terrain rencontrer soit des praticiens, des artisans, ou au contraire de faire des recherches plutôt sur internet et en fait je trouve que beaucoup ce qui se joue en école, c'est ce que chacun connaît ou découvre dans ses recherches et partage aux autres. Et c'est valable pour l'écologie, mais je dirais aussi pour donc l'écologie dans le sens respect de l'environnement et des matériaux. Et voilà, mais ça se fait aussi dans l'écologie, dans le respect de ceux qui nous entourent aussi en tant que humains et non humains. Et il y a beaucoup de questions qui sont soulevées comme ça par certains de mes camarades et qui justement nourrissent le pot commun et vont dans le pot commun de nos promotions. Et en tout cas, c'est ce que moi je retiens beaucoup de ces 3 années, en tout cas passées là, en l'occurrence, sur ces sujets-là. Ouais. Et donc, si on essaie de réunir un peu l'architecture et l'architecture d'intérieur, si on réunit la coque et l'intérieur, quelles seraient à vous deux vos visions de l'habitat écologique de demain? Comment réunir les deux? Comment est-ce que vous voyez ça de votre côté? Peut-être de répondre, Hugo. Moi, peut-être ça va être un peu fort, mais c'est justement, enfin, aussi inhérent à nos recherches théoriques en école, vu que c'est aussi parfois justement très engagé. Je pense que la coque et son intérieur, peut-être il faut qu'elle soit avant tout dans la frugalité. C'est un des mots voilà, qui regroupe de manière un peu grossière beaucoup d'autres notions, mais voilà, qui pour moi incarne aujourd'hui beaucoup de sens. C'est-à-dire que jusqu'ici, je voyais les choses plutôt de loin et d'un point de vue assez techniciste et de l'ordre technologique. Et peut-être aujourd'hui, je suis plus voilà, au fil des discussions avec mes camarades et dans l'école et avec les enseignants, c'est vrai que c'est plutôt l'aspect de la frugalité, de la recherche voilà, du faire moins mais mieux. La sobriété. Ouais, voilà, sobriété qui peut-être aujourd'hui pour moi me parle le plus et voilà, dont on discute le plus avec mes amis. Comment garder ça en tête quand on imagine des choses, quand on a des envies, des projets et voilà, des interrogations aussi. C'est beaucoup, c'est un peu aussi un fil rouge qu'on se garde aussi maintenant. Là où jusqu'ici j'étais plutôt dans une approche voilà, technologique et qui m'était aussi très très propre parce que j'avais voilà, des imaginaires plutôt futuristes jusqu'ici et je les garde toujours aujourd'hui, mais j'y ai pris peut-être plus de recul. Donc pour moi, une architecture et une architecture d'intérieur voilà, qui ont du sens peut-être aujourd'hui pour demain, ce serait justement une coque et un intérieur qui regroupent et qui peut-être se font voilà, portent cet étendard-là de la frugalité et la rendent comme souhaitable, comme certains peuvent l'évoquer, joyeuse en tout cas. Voilà. Et côté architecture d'intérieur, Erwan, tu partages? Ouais, je pense que en fait, alors on a nos différences, on va dire nos générations qui nous font qui font nos différences, mais moi j'ai toujours eu une approche. Alors mon histoire est de mon passé en Afrique, où il y avait énormément de simplicité. En fait, mon enfance jusqu'à 18 ans.
On avait peu de choses là-bas, où on a été directement, en fait, nos seuls terrains de jeu, c'était l'environnement extérieur, hein, c'était la forêt, les bambous autour et l'océan. Où j'ai toujours été, moi, vers la nature d'ailleurs. Enfin, tout ce que je dessine et ce que je crée a un lien, que ce soit au niveau des objets avec Lib. Il y a toujours une approche vers la nature. Et pour rejoindre ce que dit Hugo, quand il parle de frugalité, je pense qu'en fait, l'intérieur aujourd'hui doit être sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est finalement ce qui nous rattache et nous rend heureux, c'est-à-dire d'aller vers les choses qui nous apportent du plaisir. Alors, c'est pas vivre dans une boîte vide, hein, bien évidemment. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des éléments qui nous rattachent et qui nous apportent du plaisir quand même. Donc, mais c'est d'aller vers où la fonctionnalité, elle doit exister, elle doit être maîtrisée, elle doit être essentielle. C'est-à-dire que, à la limite, de se dire, est-ce bien utile? Alors, si c'est utile parce que c'est un élément qui n'a pas d'utilité, mais qui par contre nous apporte du plaisir, parce que visuel, hein, comme l'art, hein, l'art c'est inutile et pourtant quel plaisir ça peut nous apporter, c'est phénoménal. Et ben ça c'est utile. Mais par contre d'aller vers effectivement d'aller vers comme dit Hugo, le moins, le mieux et finalement l'essentiel quoi en fait. C'est un peu dans cette logique là. L'essentiel pour une frugalité heureuse, hein, si je résume. Ouais, très bien. Ça. Alors, vous n'allez pas couper à l'exercice de camarades qui vous ont précédé dans ces podcasts. Je vais vous demander à l'un et à l'autre si vous avez un petit mot, un souhait ou un petit clin d'œil que vous souhaitiez adresser à l'équipe de la rédaction du magazine de la Maison Écologique. C'est à vous. Ah, vas-y Hugo si tu veux. Moi, j'ai de ce que j'ai pu voir, vraiment, je les applaudis, d'exister puisque c'est leurs 20 ans, si je me trompe pas, voilà. Je trouve ça vraiment chouette. Et qu'ils soient présents même dans la bibliothèque de mon école ou voilà, c'est un plus. Moi, en l'occurrence, sur ces 3 années-là, ce qui m'a peut-être fait le plus un déclic et un passage, on va dire, à une vision un peu, à un concernement, on va dire, le fait que je me sente concerné et tout ça, ce qui a le plus provoqué ce déclic, c'est justement des magazines et des travaux d'étudiants de la bibliothèque qui, quand j'ai cherché un peu des approfondissements sur ces sujets de frugalité, de sobriété, voilà, pas sans être des solutions, juste des discussions sur le sujet. C'est sur ces supports-là que je les ai trouvés. Donc, voilà, je les remercie en tout cas. Voilà, aussi bien ces étudiants avant moi qui se sont posés des questions que voilà ces enquêteurs et ces personnes du terrain qui portent ces paroles et qui les traduisent au plus grand nombre. C'est vraiment super. Voilà. Très bien, merci Hugo. Est-ce que Erwan, tu veux ajouter quelque chose de ton côté? Non, juste, pas grand-chose. Juste, je pense que tout est dit par Hugo. Je dirais plutôt c'est plutôt longue vie, hein. Et ce serait super si on pouvait se refaire un podcast dans 20 ans. Voilà. Très bien. quand on aura Hugo, architecte de l'année sur l'habitat écologique dans les pages du magazine. Ça serait cool. Super. Un grand merci à tous les deux pour cette vision un peu différente de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant et néanmoins très enrichissante sur l'habitat écologique de demain. Bonne fin d'études Hugo et merci Erwan et Hugo pour votre disponibilité. À bientôt. Oui, à bientôt Valérie. À bientôt.